et bienvenue sur Théora TV. Aujourd'hui, une émission très spéciale sur le mental. Et oui, vous l'attendiez celle-là. Le mental, cet ami, cet ennemi, comment le considérer? Pour m'accompagner dans l'analyse de ce qu'est le mental et de comment s'en sortir avec lui, j'accueille Anne. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour à Alors tous. Anne, tu es sophrologue, tu es guérisseuse d'âme, énergéticienne, magnétiseuse, organisatrice et animatrice de stages. Tu pratiques également la PNL, le décollage biologique et tu travailles sur les mémoires. Donc je suis ravie de t'accueillir. Et puis Merci Cécile. nous accueillons également aujourd'hui Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour Cécile et bonjour Anne. Alors Gérard, tu es ostéopathe, tu es animateur et organisateur de stages, notamment, alors c'est varié, mais notamment sur l'écologie intérieure, sur le masculin sacré, Oui, sur le tantra. oui. Tu es également l'auteur d'un livre qui s'appelle L'homme tout. Tu es plutôt un chaman moderne, voilà, il n'y a pas de plume, mais tu es un chaman, tu as voyagé partout à travers le monde à la rencontre de maîtres spirituels, et tu t'es formé à de nombreuses techniques qui font de toi l'être accompli, l'accompagnant accompli que tu es. Et je te remercie d'être présent, Modestement. modestement. Nous allons commencer tout de suite cette émission avec la définition de ce qu'est le mental. Alors, est-ce qu'on arrive à définir le mental? Qu'est-ce que le mental? Est-ce que le mental, c'est la personnalité? Est-ce que c'est moi, quelque part? Est-ce que le mental, ce sont mes pensées? Est-ce que c'est mon ego? Comment ça se passe en fait dans ma tête? Il y a beaucoup de monde apparemment dans ma tête. Qu'est-ce que le mental? Est-ce que Anne, tu peux peut-être me donner une définition de ce qu'est le mental pour toi? Alors pour moi, le mental, oui, alors c'est un vaste sujet, hein. Et moi, je suis allée voir la définition dans le Larousse, parce que quand tu m'as posé la question, je me suis dit, bon, tout compte fait, on sait bien, on sait que notre mental, il est toujours là. Donc en fait, c'est ce qui se fait seulement dans l'esprit. Et c'est le mécanisme de l'esprit. Ça se fait, c'est des facultés intellectuelles. Je suis allée voir c'est exactement la définition du Larousse. Et le deuxième sens, c'est la tête. Donc, en fait, le mental existe, c'est ce qu'il y a dans notre tête. Donc, moi, je dirais que le mental, c'est ce qu'il y a dans notre cerveau. C'est le cerveau. Cela dit, ça nous donne pas plus de pistes. Non. C'est bon, d'accord, c'est le siège des pensées. Mais en fait, le cerveau, il est composé de plusieurs parties. En fait, on a notre système limbique, on a notre cerveau ancestral. Donc le limbique, c'est ce qui est le siège des émotions, c'est le vieux cerveau. Et ensuite, tu as le néocortex, donc ça, c'est le siège des pensées. Donc on pourrait se dire que le mental, c'est le siège de nos pensées, donc ça peut être le néocortex exclusivement, mais pas que, parce qu'en fait, euh, dans notre vie, en fait, le cerveau ancien va avoir un impact sur notre vie en fonction de notre conditionnement et notre programmation. Donc, en fait, oui, c'est notre disque dur, le mental, en fait. C'est notre disque C'est ce que je dur. pourrais dire pour l'instant. C'est Oui, notre disque dur. on va aller creuser un peu plus après, hein, mais effectivement, pour l'instant, du Oui, coup, bien on sûr. définit que le mental, ce serait le disque dur qui serait plutôt dans le cerveau, hein, donc très rattaché à notre corps, hein, on est bien d'accord. Gérard, est-ce que tu veux, toi, peut-être essayer d'approfondir cette notion de mental? Qu'est-ce que le mental, d'après toi? Euh, Est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que c'est de l'intelligence? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors le mot approfondir est peut-être un peu excessif, mais on peut élargir un peu la définition qui est proposée, à laquelle je souscris bien sûr, puisque elle a été validée par Larousse, donc on peut pas dire le contraire. On ne dira pas le contraire. Euh, on dira pas le contraire. Moi, ce que j'aime dans cette idée du mental, c'est bon, effectivement, d'abord la racine ancienne, hein, qui est une racine latine, donc mince, qui veut simplement dire l'esprit. Donc, on va dire qu'un des aspects, un des côtés, une des parties du mental va être vers le haut, vers la tête, en lien avec l'esprit, et vers le bas, en lien avec le corps. Donc, la physiologie conditionne évidemment la manière dont notre mental fonctionne. Ça, j'imagine qu'on aura du temps pour aborder ce sujet tout à l'heure. Le deuxième point qui me paraît important pour définir le mental, c'est plus la racine sanscrite. Puisqu'en fait, en sanskrit, ça vient de manas, l'esprit.
qui regroupe en fait toutes les fonctions, je dirais, psychiques, intellectuelles, mentales, etc. Donc, c'est une notion beaucoup plus vaste que dans notre culture où on considère que le mental est quand même quelque chose d'assez secondaire. Manas, en fait, c'est à la fois l'intelligence et l'entendement, c'est-à-dire la façon dont on comprend les choses et dont on va les organiser. D'accord. Et pour moi, la définition du mental, ce serait ça. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect de cadre, hein, c'est-à-dire mon mental, c'est un cadre à travers lequel, si mes sens sont orientés vers l'extérieur, je vais percevoir le monde. Mais en réalité, la vraie fonction du mental, c'est d'avoir des infos sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, Anne l'a souligné tout à l'heure. Et le contenu, je dirais, du mental, qui lui va être, entre guillemets, l'activité mentale. Donc faire une différence entre le cadre, le fonctionnement du mental et son contenu. Voilà. Eh ben, on est bien au stade où on en est. On est bien parti, je trouve. Et donc, du coup, c'est vrai que dans le développement personnel, un peu partout, on entend quand même que le mental, ça serait plutôt notre ennemi. On parle de le faire taire, on parle de le dresser. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même contre ce mental. Et moi, par expérience, au tout départ de mon évolution, on va dire, de ma compréhension de moi-même, j'ai essayé peut-être de le dresser, j'ai essayé peut-être de le faire taire, et bah, ça marche pas du tout, on est bien d'accord. Et du coup, c'est vrai que comment on pourrait définir le mental? Est-ce que c'est à notre service? Est-ce que c'est utile? Ou est-ce que parfois, effectivement, il nous fait peut-être prendre des voies qui sont pas les bonnes? Est-ce qu'on se trompe à l'écouter? Finalement, j'ai un peu défini que c'était un ennemi au grand cœur, c'est le je t'aime moi non plus. À quoi il sert en fait ce mental? Est-ce que Gérard, tu veux peut-être nous expliquer, toi, comment tu vois ça? Alors, moi, j'emprunterai une image, une petite histoire qu'un maître en Inde m'a raconté un jour pour illustrer cette notion du mental. Il m'a expliqué que dans la tradition védique, le mental était comparé à un singe. Et sa particularité, c'était de sauter de branche en branche, d'explorer la forêt, enfin de courir partout, quoi. Et que c'était très très difficile de le domestiquer. Si on essayait de s'en approcher, bah, il pouvait nous griffer, il pouvait nous mordre, il pouvait se rebeller, il pouvait se sauver. Et que ce qui le motivait, au fond, ce singe, c'était la notion de plaisir et de curiosité. Donc en fait, il allait vers ce qui l'intrigue, vers ce qui attise sa curiosité, vers ses centres d'intérêt, je dirais, naturels. Et à travers la satisfaction de cette curiosité ou de ces désirs naturels, sa recherche, c'était l'apaisement, c'était le calme. Ah, c'est ce qu'il recherche, dit, lui. Okay, ça, oui. Ce que recherche l'esprit, ce que recherche le mental, c'est d'être apaisé. Parce que sinon, il ne peut pas fonctionner. Enfin, il fonctionne, mais de manière désordonnée, agitée. On va parler d'activité mentale, je ne sais pas, désordonnée, confuse, multidirectionnelle, etc. Donc, la seule façon que le sage a trouvé pour calmer le singe de l'esprit, c'est lui donner une banane. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Comment on va l'alimenter? Comment on va faire pour l'amener dans sa vraie nature, qui est d'être l'apaisement, d'être le calme? C'est la question. C'est la grande question. Alors, Anne, du coup, toi, j'imagine que tu vas pas me parler de banane, mais tu vas peut-être me parler de à quoi ça sert dans notre comportement, dans notre façon de vivre, à quoi il nous sert ce mental, si on n'en a pas conscience, évidemment. Souvent, on s'identifie à notre mental, mais du coup, là, lorsque je n'ai pas conscience que c'est le mental qui dirige ma vie, à quoi il me sert ce mental? Eh bien, le mental, alors, tu disais tout à l'heure quelque chose que dans la spiritualité ou dans le développement personnel, effectivement, on entend souvent que le mental, il faut l'étouffer, mais je pense sincèrement que plus on veut l'étouffer, moins ça nous sert, en fait. Moi, je le considère comme une autre entité qu'on doit apprivoiser, tu sais, c'est comme le renard avec le petit prince. Ça me fait penser à ça. On est dans l'animalier, là. Moi, On a des singes, oui, on a des renards.
Et de toutes les manières, calmer son mental et arrêter de penser, on ne peut pas le faire, puisque on a 2500 pensées par heure, ça fait 41 pensées par minute et 60 000 pensées par jour. Donc, toutes les manières, si on veut dire j'arrête de penser, c'est pas possible. Donc, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas arrêter de penser. Donc, on va partir de là. Oui. Mais cela dit, comment je fais? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, bon, j'ai plein de pensées par jour, mais est-ce que je suis ces pensées? Je ne suis pas ces pensées, en fait. C'est-à-dire, est-ce que je vais les suivre et comment je fais pour pas suivre mes pensées? Parce qu'on est conditionné, on l'a vu tout à l'heure avec notre cerveau limbique et notre cerveau reptilien, qui est le siège de la sécurité, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui est quand même notre disque dur ancien avec notre manière de fonctionner. Parfois, on a des pensées de peur ou de conditionnement qui viennent de là, en fait. Donc, en fait, plus je suis conscient de mes pensées, plus je vais aller dans ma vie. C'est-à-dire que Descartes disait une chose, c'est que je pense donc je suis, mais moi je suis pas d'accord avec ça, parce que je ne suis pas mes pensées. Oui, c'est vrai. Et oui, je ne suis pas mes pensées. C'est-à-dire que mes pensées sont une chose, mais je peux changer ma pensée. Mais là, on va voir comment, en fait. C'est ça la difficulté. C'est que le poser, c'est une chose. C'est qu'on dit souvent, ouais, arrêtez de penser, tout ça. Mais bon, comment je fais? Parce que de toute façon, on ne peut pas arrêter de penser. Bon. Je dirais ça. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Alors, il y a juste une chose, c'est que, voilà, c'est comment je vais guider mes pensées, ou est-ce que je me laisse guider par mes pensées? C'est ça. Ça, on pose les choses. Donc, ça. il faut prendre conscience et pas être en automatique. Mais souvent, notre cerveau nous fait aller faire des choses ou des pensées en automatique. Gérard, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste apporter un détail concernant, comment dirais-je, le moyen le plus efficace pour agir sur le flot de pensée, sur l'activité de pensée. Parce qu'effectivement, il est bien clair que dans un mode de fonctionnement normal, standard, on ne peut pas ralentir le flot de la pensée, donc il faut trouver une solution pour une sorte de levier pour agir sur l'activité mentale. Et le moyen le plus simple, c'est la respiration. Donc en fait, par exemple, expirer va ralentir la quantité de pensée à la minute. Inspirer va l'augmenter. Donc on peut déjà être conscient de sa respiration. Et puis l'autre aspect que je voulais ajouter aussi, c'est que on n'a jamais une seule pensée en même temps. Sinon, on est absolument incapable de savoir qu'on est en train de penser. On a au moins la deuxième pensée que là, je suis en train de penser. Oui. Donc, en fait, pour reprendre, c'est une plaisanterie, pour reprendre un peu l'expression, soi-disant, de Descartes, je pense, donc je suis, moi je dirais, je pense, donc je pense. Alors, on est d'accord. On va essayer de continuer du coup sans venir tailler tous les auteurs qui auraient pu écrire et redéfinir la littérature. On pourra un peu plus avant, si vous voulez, dans l'émission, revenir justement sur cette idée de je pense donc je suis, parce qu'elle a une vraie réalité dans l'idée que notre conscience, en fait, est un continuum. En réalité, il n'y a jamais de suppression ou de coupure dans la conscience. Il y a juste des interruptions de connexion, un peu comme avec ma connexion Internet. Voilà. Donc, c'est ça. Mais en réalité, ça émet tout le temps. Voilà. Mais on y reviendra. On y reviendra, tout à fait. Donc maintenant qu'on a compris qu'il était là, ce mental qui fonctionne mieux que n'importe quel ordinateur de ce monde et qu'il s'arrête jamais du coup, est-ce que je peux lui faire confiance ? En fait, est-ce que ce mental, toutes ces pensées qui me viennent, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est déformé par mon mental, par ma culture, évidemment je connais un peu la réponse, mais par le contexte familial, en fait, est-ce que je peux faire confiance à mon mental ou est-ce que je dois me méfier de toutes les pensées qui me viennent parce qu'elles seraient peut-être un peu limitantes pour moi ? Est-ce qu'à un moment donné, je peux
travailler avec lui, avec ce singe-là, en totale confiance, ou est-ce qu'il faut que je me méfie? On est dans ce concept-là, et du coup l'explication de pourquoi faudrait le faire taire, quoi. C'est parce que peut-être qu'il n'est pas si génial que ça si on ne prend pas conscience et si on n'agit pas dans un bon sens. Tant qu'on n'en a pas conscience, il nous fait faire peut-être des choses qui ne vont pas dans le sens que l'on voudrait. Est-ce que Anne, tu voudrais peut-être d'abord, Anne, du coup, me parler du conditionnement, peut-être du fait que notre mental, du coup, n'agit que par rapport à des blessures, à un contexte familial où ne nous envoie que des informations qui sont créées par notre conception de la réalité? Alors tout à l'heure, on a dit que c'était le mental, il était dans notre tête. Donc en fait, Oui. je vais parler de la conception, disons, de la création de l'intelligence et de la plasticité cérébrale de l'enfant. En fait, tout vient un peu de notre enfance. Il faut savoir que moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Et à l'âge de 5 ans, en fait, l'enfant crée son intelligence. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. Il y a 700 à 1000 connexions de synapses par seconde. En fait, quand il est bébé, quand il est enfant, il crée les synapses des autoroutes. On peut imaginer ça, des autoroutes, en fonction de sa vie, de ce qu'il apprend, de son conditionnement et son extérieur. Parce que, en fait, la création du moi, donc l'ego, se crée par l'extérieur. Et donc, le cerveau, il est en train de se développer par l'expérience. D'accord? En fait, c'est tout ce qui interagit, toute notre expérience d'enfant, on le crée comme ça. Et en fait, ça, je vais parler de réseau Internet parce qu'on en parlait. Je vais dire mes notes parce que les chiffres, j'ai pas la mémoire des chiffres. Ça correspond, en fait, il faut voir que le réseau Internet, c'est mondial, ça possède 100 000 milliards de connexions entre les pages web. Donc, ça fait beaucoup. L'adulte, il possède 3 fois plus de connexions entre ses neurones. D'accord? Et l'enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans, il possède 10 fois plus de connexions dans son cerveau par rapport au réseau Internet mondial. Donc, en fait, il crée des connexions neuronales. Il crée beaucoup de connexions. Et à un moment donné, en fait, il fait une coupe franche. Il va choisir les connexions, pas ce qu'il y a de meilleur pour lui, mais en fait, par rapport à son expérience. Donc, en fait, nos connexions neuronales, nos pensées, notre fonctionnement du cerveau, il est en fonction de notre expérience. Ça veut dire que c'est ce qui fait que nous sommes l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est super important de comprendre que, effectivement, comme tu disais, notre vécu, nos pensées, notre manière de fonctionner, parce que notre cerveau limbique, tout notre cerveau va nous emporter dans notre vie en fonction de ces connexions synapses, en fait, et de ces connexions cérébrales. Je ne sais pas si... Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais donner un petit exemple, peut-être l'enfant qui fait l'expérience de quoi et qui, derrière, dans sa vie d'adulte, va vivre les choses sous une autre façon? C'est ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'enfant fait l'expérience peut-être de la peur du noir, je ne sais quoi, et du coup, toute sa vie, pas toute sa vie, parce qu'il peut avoir conscience et il peut évoluer, et peut recréer d'autres systèmes, mais en tout cas, il part avec l'idée que le noir est dangereux, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que ça se modifie. En fait, c'est comme une maison. On crée les fondations, en fait. Plus les fondations sont solides, plus on va être un adulte solide. Si on a des fondations qui sont pas solides, avec, par exemple, des parents qui ne sont pas sécurisants, ou des traumatismes, ou une maladie, ou quelque chose comme ça, en fait, voilà, ça va avoir une incidence sur notre vie d'adulte, nos pensées, voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais cela dit, nos croyances, nos modèles, notre programmation, la manière dont on voit la vie. Et en fait, nos pensées vont interagir par rapport à ça. Par exemple, et en plus, nos pensées vont avoir une interaction avec notre corps et donc notre émotion. Parce que notre corps et notre esprit font partie du même système. Donc, en fait, ce qu'on va penser va avoir une incidence sur notre émotionnel. Et en fait, on va dire, oh tiens, le matin, je sais pas pourquoi j'ai une angoisse, mais en fait, parce que peut-être que petit, j'ai développé une angoisse de quelque chose et tous les matins, par exemple, à l'école, j'ai peut-être une maîtresse un peu, je sais pas, où j'aimais pas à un moment donné aller à l'école et le matin, quand je me lève, ça me fait penser inconsciemment à cet état-là que j'avais d'aller à l'école et cette angoisse que j'avais tous les matins. Tu vois, et le corps, il imprime les choses parce que en fait, on crée des connexions neuronales, des synapses.
moi, je l'ai compris comme ça. Hein. Non, mais déjà, c'est une ma belle manière de, c'est une explication, oui, oui, tout à fait. Oui. c'est ma manière de comprendre les choses. Alors Voilà Gérard, ce que je pourrais dire. je t'ai vu faire un petit quelque chose quand j'ai dit que ça Oui, crée notre oui, réalité. Dis-moi. alors, déjà, une première chose, c'est que oui, j'accorde évidemment un certain crédit au côté névrose, apprentissage de la petite enfance, etc. Ça, c'est une chose. Mais on a quand même intact, sous le seuil de cette expérience-là, tout le potentiel, en fait, à la fois génétique et d'apprentissage de l'humanité. Bon. Donc ça, c'est aussi une réalité. On n'en est jamais coupé, on peut le croire. Notre mental pourrait nous faire croire qu'on est coupé de ça. Oui. Mais je voudrais quand même insister sur ce point. Le deuxième aspect, pour moi, c'est qu'effectivement, le cadre, donc la structure mentale, elle est effectivement formée très tôt, avant 5 ans, bien sûr, par notre éducation, par nos parents, enfin, les interactions qu'on a avec notre environnement, notre éducation, nos croyances, notre culture de référence. Je pense la façon dont on a été éduqué. Par exemple, je viens de passer 2 semaines aux Philippines et je me suis rendu compte que là-bas, par exemple, eh ben, le système culturel produit un mental, un mode de fonctionnement mental différent du nôtre. Et oui. Avec des gens extrêmement joyeux, orientés vers le relationnel, conditionnés aussi, puisqu'ils ont une géographie, un climat différent de nous, par un rythme où les jours et les nuits sont de la même longueur. Donc du coup, ils se lèvent très tôt, ils vont à la plage à 5h30 du matin, et à 4h30, il fait noir, donc ils font autre chose. Donc la structure mentale va être conditionnée par tout ça. On va évidemment aussi insister sur le fait que nos névroses, nos apprentissages, on va dire, qui pourraient être compris comme négatifs, vont conditionner, fermer un peu, orienter notre angle de vue et réduire notre mental. On va parler à ce moment-là peut-être d'esprit étroit, d'esprit fermé, etc. Et les traumatismes vont plutôt dans ce sens-là. Mais ils sont aussi, du fait que nous sommes en lien avec notre vrai potentiel d'humain, ils sont aussi transformables. C'est ça la magie finalement de la vie aussi, c'est que même si on a des limites, si on est blessé, si on a fait des apprentissages de vie douloureux, on a quand même la possibilité d'orienter les choses autrement et de s'y intéresser, puisque au fond, et c'est là où notre mental va devenir un vrai allié, il nous propose en fait en permanence le choix. Tout à l'heure, Anne évoquait donc le cerveau cortical. Je rappellerai juste à ce stade que le cerveau cortical, c'est essentiellement 2 fonctions. C'est une fonction d'analyse et une fonction de synthèse, orientée vers l'action, donc vers le choix, la décision. Et là, notre mental va être extrêmement utile, puisque dans les choix qu'on peut se donner, on va choisir, entre guillemets, celui qui nous paraît, à tort ou à raison, le meilleur. Et oui, tout à fait. À tort ou à raison. Voilà. Donc pour moi, je fais vraiment cette différence entre le cadre, donc la structure mentale, et l'activité mentale. Et dans ce sens, et j'en termine avec ça, pour moi, la pensée, c'est juste, comment dirais-je, un peu comme une stimulation à la surface de l'océan ou d'un étang. Vous savez, si on jette un caillou en fait dans l'eau, ben, il y a une vaguelette qui va se manifester. Bon, pour moi, l'activité mentale, c'est ça. Alors, la question est-ce qu'il faut que je mette mon attention sur la vaguelette, sur le caillou, sur le... Est-ce que si j'ai un peu de distance par rapport à mon vécu, je peux juste prendre le recul nécessaire et profiter du plein potentiel de mon mental, en lien avec mes racines, en lien avec ce que je suis, mes apprentissages, aussi mes blessures, hein, puisqu'elles sont là aussi pour, comment dirais-je, peut-être nous amener à la racine de notre humanité. Moi, je vois ça comme ça. C'est qu'au fond, nos blessures ne sont pas des obstacles, elles sont juste des occasions de revenir à notre essence. Elles sont des occasions de revenir à notre source, à notre conscience d'être, notre je suis. Notre je suis. Et on en revient à Descartes. Voilà. Non, mais notre je suis. Chacun tire ses cartes.
comme il peut. Voilà. Chacun ses responsabilités. Nous allons donc passer au point suivant qui est comment je redeviens maître de ma vie, comment je donne une banane à mon singe, comment j'apprivoise mon renard, comment je reprends le pouvoir quelque part pour pouvoir mettre ce mental qui fonctionne si bien, qui est si présent et qui ne s'arrête jamais, comment je le mets à mon service. Comment je pacifie cette relation finalement pour pouvoir avancer, moi, décider moi quelque part. Et effectivement, du coup, ça veut dire peut-être déjà me désidentifier de ce mental, comprendre que je suis aussi autre chose que ce mental, que je suis peut-être, comme Gérard le disait, le tout en moi. Moi, j'aime bien aussi dire que je suis aussi le cœur et que j'aime bien aussi pouvoir écouter cette voix du cœur qu'on n'arrive pas à écouter quand le mental est trop présent. Et que tout ça, c'est une discipline. C'est pas joli ce mot de discipline, mais c'est quand même quelque chose qui demande une sorte de maîtrise de soi, en tout cas quelque chose qui vient nous faire travailler. Est-ce que Gérard, tu veux me parler de toi, ta conception de reprendre le contrôle, entre guillemets, même si c'est pas dans le sens de contrôler, mais peut-être simplement dans le sens de maîtriser, se maîtriser. Pardon. J'aime bien ce mot que tu utilises, à savoir discipline, qui est un peu connoté peut-être de manière un peu bizarre, mais qui au fond, dans le sens profond, évoque l'idée de redevenir le disciple. Oui. Tu vois, c'est-à-dire écouter, apprendre, se synchroniser, essayer simplement d'être soi malgré les pensées, être soi tel qu'on est, malgré une activité mentale soit débordante, soit au contraire débile. Parfois, on n'est pas que brillant et très actif, on est aussi parfois très insignifiant dans notre façon de s'exprimer ou de suivre le fil de nos pensées. Et la deuxième chose qui me paraît intéressante, au-delà d'accepter, donc au sens disciple, d'avoir des pensées, c'est de bien comprendre que le mental, c'est un outil de construction du concept. Donc notre mental sert à fabriquer des concepts. Donc dans ce sens, c'est un gigantesque ordinateur, qui fabrique une espèce de réalité en 3D, mais on ne peut pas confondre la carte et le territoire, on ne peut pas confondre la projection et l'histoire, et la vie. Oui. Quand on va au cinéma, on peut s'identifier effectivement à un héros, à une situation, ça peut avoir des échos avec notre vie, etc. Mais en réalité, on est juste spectateur au cinéma. Oui. Et on passe un bon moment, ou pas, à voir un film, une activité qui se déroule pour nous. Moi, d'une certaine manière, le mental m'évoque ça. C'est une sorte de lampe, de phare, qui va éclairer la mer, qui va nous donner un éclairage, un faisceau de réalité, alimenté par nos croyances, alimenté par nos expériences de vie, nos décisions aussi, puisque être un disciple de la vie, c'est aussi décider, faire preuve de volonté. Donc, oui. Le mental n'est jamais lâché tout seul, en réalité. Il est toujours couplé avec notre cœur, avec notre respiration, avec notre principe spirituel, avec les liens aussi qu'on fait, puisque une des fonctions principales du mental, c'est de créer des liens en permanence. Et on l'a bien évoqué tout à l'heure avec la structure du cerveau, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant comme modèle de compréhension. Donc très très important, se rappeler que le mental, c'est un outil pour fabriquer des concepts et que le concept n'est pas la réalité. Ça me rappelle une petite histoire que m'a racontée une amie qui est peintre. Elle me racontait l'histoire de la peinture. Elle me disait, imaginons qu'au moment de la préhistoire, un chasseur s'est mis d'un seul coup à rêver qu'il chassait. Et il a peint en fait son rêve. Et son rêve est venu du coup alimenter sa réalité, puisqu'il a pu, en faisant, entre guillemets, mentalement, en rêve, en projetant sa vision, se donner l'occasion de la construire et de la vivre. Et moi, je pense que c'est là la proposition que nous fait le mental. Donc se détacher, venir prendre du recul, se détacher, regarder les propositions qu'il nous fait,
Et décider ou Voilà, pas. et Ouais, choisir voilà. ou pas. Euh, Après, évidemment, toutes les modalités sont possibles, hein, peut-être ça fera l'objet d'une autre émission, On en a beaucoup des émissions à voire, enregistrer. voire d'ateliers. Tout à fait. Alors Anne, est-ce que tu veux peut-être me parler également, parce qu'en sophrologie c'est effectivement de venir travailler sur cette activité du mental, est-ce que du coup tu veux venir me parler de redevenir maître de sa vie, d'une discipline à avoir effectivement pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce mental, une différenciation, une désidentification de moi et de mon mental. Est-ce que tu veux me parler de ce travail à faire? Mais moi, je vais rebondir ce que se disait Gérard par rapport aux pensées et je vais surtout parler de la vibration parce que nous sommes une vibration et que la pensée est aussi vibratoire. Donc, tout ce que je pense, en fait, je peux le créer. Je pense, donc je peux créer. C'est la création. Or, on n'a pas parlé d'une chose, c'est que dans nos cortex, on a un cerveau gauche et un cerveau droit. D'accord? Mhm. Donc, le cerveau gauche, c'est l'analytique, c'est celui qui pense, c'est le mental, c'est celui qui bosse et il faut lui laisser la place. Par exemple, quand on va penser à calculer, et ben là, on passe sur du cerveau gauche, d'accord? Et on est en bêta. C'est une vibration, c'est entre 15 et 30 Hertz. C'est 15 et 30 vibrations par seconde. OK? Okay. Et là, en fait, ça va vite, d'accord? Et en fait, le cerveau droit, c'est la création. On fait référence au peintre, d'accord? Donc, en fait, si on reste trop dans le mental, dans la créativité, et c'est très bien, parce que le mental, il est là pour analyser, pour apprendre, pour te permettre d'aller à un point B, à un point A, à un point A, à un point B, tu vois, je le dis à Oui, l'envers. on le fait dans l'autre sens. Mais pourquoi pas? Voilà, on fait dans l'autre sens. Mais cela dit, si tu restes trop dans le mental, en fait, tu crées pas. Il n'y a pas de création. Donc, en fait, c'est comment je fais pour aller dans mon cerveau créatif. Et le cerveau créatif, il a aussi une vibration. En fait, quand tu te mets en zone alpha, c'est relié le cerveau gauche et le cerveau droit. Et là, on baisse en vibration, on est à 7 à 15 Hertz. Et en fait, ça correspond à quoi? À la vibration de la Terre. La Terre est entre 7 et 15 Hertz, c'est la vibration de Schumann, d'accord? Ça veut dire, quand on parle d'ancrage, en fait, je me suis rendu compte avec cette information qu'en fait, c'est parce que c'est quand je suis en alpha que je suis ancrée à la Terre. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, je peux créer, c'est-à-dire ce que je pense, je le crée. C'est quand je fais une reliance entre mon cerveau gauche et mon cerveau droit. Et c'est là que tout le possible arrive, et c'est là que je laisse carte blanche à mon âme, comme je dis, à mon moi supérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, parce que je suis pas dans l'analytique, le cerveau, il est en automatique, c'est un cerveau qui, quand on a le petit vélo, on fait pas grand-chose. Je sais pas si tu as remarqué dans ta vie, mais moi, j'ai un cerveau qui est assez, j'ai une éducation très mentale parce que dans notre génération, j'ai une génération très mentale. Et cela dit, la créativité, elle a été un petit peu mise de côté. Tu vois, l'enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans, par exemple, quand tu peins, tu es en cerveau droit. C'est-à-dire que là, tu descends ton taux vibratoire. Là, quand tu vas jardiner, quand tu fais un mandala. Et en fait, l'enfant, on lui autorisait à faire ça. Oui, et à un moment donné, hop, à l'école, on nous dit, hop, tu calcules, tu apprends l'histoire, tu apprends les mathématiques, tu apprends le truc, et hop, on est dans le cerveau gauche, on est en analytique. Mais cela dit, c'est réapprendre à être en zone alpha. Et ça s'apprend, et notamment par la sophrologie. Et en sophrologie, on a des pratiques, effectivement, par la respiration. J'en parlerai si c'est le point d'après, je ne vais pas aller, je ne sais plus. Oui, on va en parler évidemment. Après. Voilà, donc en fait, c'est ça que je voudrais dire. C'est qu'en fait, tout est vibration. C'est le lumineuse qui parle souvent de faire attention, d'être attentif à ses pensées pour choisir les bonnes pensées, celles qui du coup vont nous permettre d'être dans la création et non pas dans le système automatisé, donc de pouvoir choisir ses pensées. Mais du coup, c'est vrai que pour ça, il faut avoir un certain recul sur ses pensées pour les regarder, en fait, c'est ça. Et d'avoir une pensée qui regarde les pensées. Oui, c'est Gérard, ça, je voudrais juste rajouter... vas-y, et après Gérard reprendra la main. Vas-y, dis-moi. Tout à fait. C'est-à-dire que oui, par rapport à cette vibration, c'est évidemment, si j'observe mes pensées, comme je dis tout à l'heure, je ne suis pas mes pensées, mais cela dit, savoir prendre du recul et observer ce que je pense régulièrement dans ma journée permet de voir que parfois,
si ma pensée, elle est utile pour le moment présent parce que j'ai besoin de faire quelque chose, et ben je reste dans cette pensée. Par contre, si cette pensée n'est pas utile, j'ai le choix de ne pas suivre cette pensée. Oui. Et ça s'apprend. Mais c'est tout un apprentissage de pleine conscience. On en parlera Oui. après. Et c'est le point d'après. Mais Gérard, du coup, tu voulais rebondir sur la vibration, peut-être, c'est ça? Un point très décisif, c'est que oui, bien sûr, il y a un dialogue entre le cerveau droit, cerveau gauche, le cerveau profond et le cerveau périphérique, cortical. Donc, grosso modo, si on compte bien, on a environ 5 cerveaux, hein. Oui, c'est Donc, il faut ça. se débrouiller avec ça. C'est ça, c'est compliqué, hein? Et, ouais. Et donc, en fait, les recherches scientifiques les plus avancées aujourd'hui s'intéressent à un petit noyau qui se trouve justement entre les deux hémisphères, qu'on appelle le corps calleux, et dont le boulot est essentiellement de coordonner et de rendre fluide l'activité de ces deux cerveaux. Donc, si je veux corréler ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le mental et ce qu'on souligne maintenant, c'est qu'au fond, la problématique du mental pourrait venir d'une hypertrophie, en fait, d'un hémisphère au détriment de l'autre, et un manque de dialogue entre ces deux hémisphères. Donc, une des solutions, finalement, ça serait de pratiquer une méthode ou un ensemble de méthodes, d'utiliser des outils qui rendraient sa place, sa fluidité au corps calleux. Pour faire plaisir à Anne, je vais dire une chose aussi qui me paraît très importante, c'est qu'il semblerait, d'après aussi les recherches récentes, je souris à l'intérieur en y pensant, c'est que les femmes auraient un corps calleux plus actif et plus équilibré que les hommes. Et voilà. Merci Bon. Gérard. Merci Gérard, au nom de toutes les femmes, merci. Eh bien, nous abordons le dernier point de cette émission. Comment finalement arriver à faire la paix, on va dire, avec son mental, à apprivoiser son renard, à donner une banane à son singe. Quelles sont les solutions finalement? Effectivement, on entend beaucoup parler de pleine conscience. Et c'est là où je voulais arriver avec ma petite notion de pleine présence, qui n'est pas la mienne, mais en tout cas celle qui a fonctionné pour moi. Parce qu'effectivement, la pleine conscience, on parle souvent de méditation, de pleine conscience, et moi qui suis un petit peu hyperactive avec un mental particulièrement actif, eh bien la pleine conscience, la méditation en tout cas, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi. J'ai même testé des méditations un peu extrêmes comme la méditation zazen qui ont été un enfer, je peux le dire, effectivement, pour moi en tout cas. Et donc j'étais très embêtée de ne pas savoir méditer, sachant que ce sont des choses qui sont préconisées partout et par tout le monde. Et donc j'ai trouvé en tout cas une solution qui est celle de la pleine conscience, c'est-à-dire vraiment d'être attentif à ce que l'on fait au moment où on le fait. Donc là, par exemple, j'enregistre une émission, je suis attentive à l'enregistrement de cette émission, mais si je cuisine, je suis attentive au couteau qui coupe le légume. Je suis le couteau, je suis le légume, enfin voilà, je suis présent avec ce que je suis en train de faire et non pas en train de penser à plein de choses et à ma liste de courses et à la lessive qu'il faut que je lance. Donc voilà, c'était un petit peu, on va dire, un exemple, en tout cas, pour arriver à sortir de la charge, de la manifestation de ce mental si important. Du coup, Gérard, toi qui as été prof, entre guillemets, de méditation, qui a accompagné, on va dire, les gens, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pleine conscience et puis de cette pleine présence? Comment tu vois ça, toi, pour les gens au quotidien? Alors, avant d'être enseignant, j'avais d'abord été élève, et qu'au commencement, la première chose à laquelle j'ai été confronté, c'est exactement ce que tu évoques tout à l'heure, c'est-à-dire la notion d'effort. C'est-à-dire se dire, méditer, ça doit demander un effort. Il faut que je me concentre, il faut que j'ai une posture. Alors, la posture, c'est d'abord une posture physique, hein, le dos bien droit, le menton replié, les yeux fermés, très concentrés, avec les rides là sur le front, hein, qui montrent que je me concentre bien. Bon, alors évidemment, si je vais dans cette direction-là, je pense qu'il y a très peu d'appelés, très peu d'élus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça ne va pas dans la nature de notre esprit. Notre esprit, le mental, comment dirais-je, est désireux de facilité, de détente. Et oui. Voilà. Et donc, il faut utiliser cette loi de fonctionnement du mental dans la méditation pour
déboucher, si j'ose dire, sur des espaces un peu plus vastes. Il me semble tout à l'heure avoir évoqué, alors je ne sais pas si ça a été enregistré, mais je vais le redire, que à la base, méditer, c'était la même racine que cheminer. Oui, C'était tu dis marcher. oui. Hein. Donc méditer signifie au fond se déplacer à l'intérieur de soi, au gré de ces objets mentaux qu'on appelle les pensées, les idées, etc., en les accueillant comme des amis, sans s'y opposer, et en étant juste conscient. Donc on a une orientation du coup qui est complètement différente. On n'est plus là à essayer de contrôler les pensées ou à réduire le nombre ou à faire quelque chose avec. On est juste à accueillir ces pensées comme des amis qui viendraient sonner à la porte au moment où on est occupé en train de faire une émission, par exemple. Et ben, on se dit, OK, tu es mon ami, c'est très bien, je m'occuperai de toi plus tard. La liste des courses, on verra. Hein. Donc, pour moi, c'est ça, méditer, c'est apprendre à cheminer avec le moins d'efforts possible entre les pensées vers un état de conscience qui est sous-jacent à l'activité mentale et qui est tout le temps présent. Oui. Donc, au fond, si on voulait le résumer, j'imagine que beaucoup des auditeurs ont lu ou sont intéressés à Eckhart Tolle avec la puissance du moment, du pouvoir du moment présent. Et bien pour moi, c'est cet exercice-là qui est essentiel, c'est de redonner toute sa puissance au pouvoir du moment présent, en étant juste conscient de ce qui est là, avec ou malgré les pensées. Avec ou malgré les pensées, oui. Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Anne, est-ce que tu veux me parler de méditation? Est-ce que tu veux me parler de pleine conscience, pleine présence? Dis-moi un petit peu toi aussi comment tu vois ça et est-ce que tu conseilles peut-être autour de toi? Alors, moi, je suis comme toi, Cécile, je suis pas une méditante. J'ai un mental super fort et de par, comme j'ai dit tout à l'heure, de par mon éducation, et c'est OK, je veux dire, j'accueille ça et voilà. Mais cela dit, il y a une chose que j'ai rencontrée. Bon, alors moi, je fais des soins et quand je suis en soins, je suis en alpha. D'accord. Là, je sais faire, c'est automatique, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai pas du tout de pensée qui passe. Donc, on va savoir pourquoi. Bon, c'est comme ça. Mais cela dit, dans ma pleine vie, en fait, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai mon mental qui est très fort, il faut que j'arrive à utiliser tout mon potentiel. Donc, il y a une chose que j'ai rencontrée, c'est la sophrologie. Voilà. Et la sophrologie, ça veut dire sos phren logos. C'est l'étude de la conscience harmonieuse. Donc, on parle de conscience. D'accord. Et Caicedo, en 1960, il a été en Inde, il s'est inspiré du yoga, du zen japonais et aussi de la phénoménologie. C'est une philosophie, en fait, qui accueille le phénomène tel qu'il est. Donc là, on va être plutôt relié à son corps, à sa respiration. Et moi, je dis une chose, c'est de toute façon, pour arriver à la pleine conscience, c'est de la discipline, comme on disait tout à l'heure. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut savoir que le cerveau, il met 21 jours pour changer d'habitude et 90 jours pour l'ancrer. Mm-hmm. Donc déjà, il faut s'entraîner. Et en sophrologie, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. On va faire des pratiques qui va justement modifier notre état de conscience et on va aller observer le phénomène dans notre corps, ce qui se passe là actuellement. Et plus on va pratiquer, plus on va être dans l'instant présent, plus on va s'entraîner dans notre quotidien à mieux se relier à son corps, à ses sensations. Donc plus on est relié à son corps, plus on descend dans notre corps, moins on est là-haut. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on peut être une tête ambulante si on est coupé de son corps. C'est-à-dire que moi, personnellement, je peux vous parler de moi, avant j'étais une tête. Voilà, j'étais complètement coupée de mon corps et pourtant je suis une danseuse. Mais ça ne veut pas dire que danser, je suis reliée à mon corps. Je peux très bien danser dans ma tête, tu vois. Ouais. Et pour moi, la sophrologie, ça a été la clé. Mm-hmm. C'est quelque chose, c'est une pratique qui est un multipode de plein de choses. C'est plus que de la relaxation, puisqu'on va aller s'entraîner. On parlait de respiration tout à l'heure. Comment je suis avec ma respiration. On va aller s'entraîner avec le mental. Comment je suis dans ma relation avec mon mental, j'en prends conscience. Il y a 3 choses en sophrologie. C'est que je prends conscience des choses. Voilà, je les accueille, je les change et je développe, je les ancre. D'accord? Mais avant de changer les choses, il faut que je prenne conscience de comment je fonctionne. Mm-hmm. Ça, c'est super important. Et en sophrologie, en 1968, en fait, il y a une équipe de Jeux Olympiques qui ont utilisé la sophrologie, ils ont gagné, et parce que ils ont fait de la préparation mentale.
En sophrologie, on peut préparer son mental, Mhm. mais en passant par son corps, sa respiration, de l'imagination et aussi en changeant son état de conscience. On va modifier son état de conscience. Et après, je vais l'utiliser dans mon quotidien. Puisque de toutes les manières, le corps, il ancre les choses. Plus tu pratiques, plus ça devient automatique. En fait. C'est Voilà, comme une c'est programmation, en fait. Ah oui, mais c'est ça. Mais... Donc, vive la sophrologie. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devenue sophrologue. Hein. Je suis une sophro-addicte parce que vraiment, ça a vraiment changé les choses dans ma vie. Et du coup, je voulais rajouter une petite chose avant de conclure, simplement que on a parlé du mental, on est venu parler au mental des gens, à notre propre mental, à notre réflexion, notre analyse, l'ouverture de notre conscience, mais que rien ne vaut, effectivement, Anne, tu viens de le dire, de venir l'ancrer dans le corps, de venir l'expérimenter, de venir faire l'expérience. Donc, c'est vrai que c'est là aussi le défaut du développement personnel, c'est qu'on parle beaucoup au mental des gens, et les gens connaissent tout par cœur, hein. Ils savent très très bien comment ça marche, mais ils ne l'appliquent pas, ils ne le vivent pas, et donc du coup ils ne se transforment pas, parce qu'il y a cette différence-là de fonctionnement. Oui, Gérard? Je voudrais juste mettre une petite touche sur ce que tu évoques, parce que c'est le cœur du sujet. Être dans le présent, c'est être dans son corps. Oui. Et être dans son corps, c'est mettre en pratique. Oui. Donc si effectivement on est intéressé par des raisonnements intellectuels extrêmement bien argumentés, bien construits, etc., on a peut-être plus de chances de se mettre au boulot que quelqu'un qui ne réfléchirait pas à la question en amont. Acceptons simplement effectivement cette idée de se mettre au travail concrètement dans notre quotidien. La méditation ou les ateliers, le développement personnel, c'est pas juste aller faire des stages, faire des ateliers, c'est pratiquer au quotidien, c'est intégrer ça dans notre vie de tous les jours. Voilà, chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, se rappeler à soi, être présent, c'est la clé, mais c'est une pratique. Mais c'est une pratique. Et c'est en ça que finalement c'est peut-être difficile et compliqué, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne peut le faire à notre place. Et bien sur ces bons mots, je vous remercie tous les deux de nous avoir fait prendre conscience de notre responsabilité, de notre devoir de discipline envers nous-mêmes quelque part, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer notre façon de fonctionner. Je vous remercie tous les deux pour vraiment tout ce que vous nous avez apporté, pour vos connaissances, pour vos astuces, vos outils que vous avez partagés. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, et je vous dis également à tout le monde à très bientôt pour de nouvelles émissions ou d'autres ateliers. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci Cécile.